Merci Eric. Merci non seulement pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais, bien sûr à la tête du département des Alpes-Maritimes depuis 2009, pour tout ce que tu fais pour notre mouvement, pour tout ce que tu représentes pour toutes les personnes qui sont ici, pour les élus comme pour les électeurs qui sont là, pour cette idée que la politique c'est la fidélité à ses convictions, que c'est un engagement permanent, que ce n'est pas la capitulation en race campagne et qu'il faut porter ses idées jusqu'au bout. Et je suis vraiment très sensible à ce que tu aies pris un peu de ton temps, car je sais que tu es plus que sollicité et ta circonscription, j'allais dire, c'est pas un problème, mais c'est que partout on te demande et pas simplement dans le département des Alpes-Maritimes. Et si tu le permets, je partage tout à fait cette judicieuse proposition de donner au nouveau président de la République un Premier ministre de droite en la personne de François Baroin. Ça nous conviendrait parfaitement et je pense que ça nous permettrait aussi d'avoir un ministre de l'Intérieur comme on en a besoin aujourd'hui, à savoir Éric Ciotti. Alors l'avantage de conclure une réunion comme celle-ci, qui est en fait la présentation de notre permanence, c'est que tout a été dit avec beaucoup de talent par Nicolas Moretti, avec beaucoup de chaleur, d'amitié, et je l'en remercie, par Jean-Claude Guibal, qui comme d'habitude nous a livré une de ses analyses politiques qui montre qu'il sait véritablement analyser justement les résultats électoraux, les situations, et Éric Ciotti a eu raison de rappeler toute l'importance qu'il a dans notre paysage politique, dans notre famille politique, et ce qu'il a pu faire au sein de la Commission des Affaires étrangères, il faut le rappeler, pendant toutes ces années où il a été le brillant représentant de cette circonscription, après que je lui ai passé pas tellement volontiers à l'époque, le flambeau en 1997. Cela dit, si nos relations n'ont pas toujours été simples, elles sont maintenant d'abord apaisées depuis 2007, elles sont devenues amicales depuis 2012 et cette campagne qui nous a permis de gagner cette bataille après l'élection de François Hollande, et là encore c'est un exemple. François Hollande avait gagné l'élection présidentielle contre notre candidat Nicolas Sarkozy et on ne s'est pas dit, bah tiens, on va voir ce que François Hollande peut faire et représenter avant de savoir si on allait rentrer dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition et Jean-Claude a été un député d'opposition aux côtés d'Éric Ciotti et des autres dans ce département pendant ces 5 ans. Aujourd'hui, alors au cas où ça vous aurait échappé, mais on installe à l'Élysée un nouveau président de la République, notre président de la République. Je crois que toutes les chaînes de télévision, il n'y a pas une qui échappera, même les chaînes pour enfants vont probablement passer quelques extraits, puisque ce soir vous aurez également droit à une émission spéciale sur Monsieur Macron. Alors c'est un peu comme Martine à la plage, Martine à l'école, là c'est Emmanuel, un peu partout, et qui sera avec les enfants, et ça sera Emmanuel au tableau, et donc il parlera avec des enfants, et puis chaque jour comme ça nous aurons un feuilleton qui malheureusement a commencé le 7 mai, avec certes un soulagement, c'est que Marine Le Pen n'a pas été élue, mais ça on le savait dès le départ, et puis ceux qui avaient un doute à la suite du débat du 3 mai dernier n'ont plus aucun doute, quand il était évident qu'on ne pouvait pas imaginer, il faut bien le dire, comme président de la République, jamais en France le leader d'un parti d'extrême droite. Et ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler, parce que je ne crois pas aux générations spontanées. Le Front National a une histoire. Cette histoire, c'est celle du parti qui représente l'extrême droite française, qui est normalement à 5%, mais qui malheureusement, de par certains événements, et notamment l'idée machiavélique de François Mitterrand de faire monter le Front National, et il y a réussi magnifiquement. François Mitterrand, c'est avec 2 caractéristiques. La première, c'est qu'il a liquidé le Parti communiste, et qu'ensuite il a réussi également à ébranler la droite. Et puis ensuite, par nos propres erreurs. Mais j'y reviendrai tout au long de cette campagne avec Nicolas Moretti, avec Jean-Claude Guibal également, avec tous les maires qui sont là, tous les maires que je tiens à saluer, puisque pour la première fois, je tiens à le dire, nous avons tous les maires du canton de Beausoleil, le nouveau canton de Beausoleil-Villefranche, qui sont représentés du professeur Trojani, le maire de Villefranche,
au maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dietrich, au maire de Beaulieu, Roger Roux, au maire de Aise, Stéphane Cherki, au maire de La Turbie, Jean-Jacques Raphaël, et je fais le septième, avec Gérard Spinelli, qui nous a quittés il y a un instant, mais qui était là pour écouter les discours de Jean-Claude Guibal et d'Éric Ciotti. Et puis il y a également les maires du Mentonnet qui sont là aussi. Le premier d'entre eux, bien sûr, Jean-Claude Guibal, notre député et votre maire, qui est là avec Colette Giudicelli, la plus mentonnaise de tous les sénateurs de France, à la fois en représentation, mais puisqu'elle représente en fait la nation tout entière, mais également chevillée au cœur son menton, si je puis dire, et puis aussi un ami qui est peut-être parti il y a 2 secondes, mais qui était là il y a encore pas longtemps, Patrick Césari, le maire d'Aurélien-Partin, vice-président du conseil départemental, comme Colette. Et je tiens à saluer aussi 2 autres conseillers départementaux qui sont là. Anne-Marie Dumont, Madame Estivale du conseil départemental, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre famille politique, puisque c'est grâce à elle et grâce à l'action d'Éric Ciotti au bénéfice de la culture dans ce département que nous avons ces extraordinaires soirées, mais pas simplement ça, tout au long de l'année. Et un autre homme que j'apprécie énormément, qui est vice-président du conseil départemental, qui est Auguste Vérola, qui est le suppléant d'Éric Ciotti, qui sera d'abord demain le suppléant d'Éric Ciotti, qui j'espère deviendra très rapidement député de la première circonscription de 10, qui voudra dire que Éric sera devenu ministre de l'Intérieur. Ça serait une très bonne nouvelle. Mais la circonscription ne se limite pas au canton de Beausoleil et au canton de Menton. Il y a aussi d'autres territoires, le territoire de la Cave dans son ensemble qui monte jusqu'à la Roya, et ça me fait extrêmement plaisir de voir le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, qui est là, et vous pouvez applaudir. De voir également 2 personnes qui sont des amis de longue date, Gilbert Marie. Vice-président honoraire, et qui a mérité cet honneur 1000 fois, du conseil départemental, ancien maire de Breil-sur-Roya, qui a tenu, d'abord dans un premier temps tout seul, puis après avec Jody Lardy, autre maire honoraire de Breil-sur-Roya, qui est là, notre ami, cette vallée de la Roya, avec Jean-Pierre Vassallo. Maintenant, ils sont partis, c'est un peu plus difficile, Jean-Pierre. Enfin, tu vas remettre ça en ordre, j'imagine, assez rapidement, parce qu'il y a des enjeux formidables dans cette vallée de la Roya, et on sera là avec Nicolas et puis bien sûr avec, je pense, d'abord le président de la CAF, qui est Jean-Claude Guibal, qui a une attention particulière pour cette vallée de la Roya. Il connaît bien les dossiers de la Roya, il les connaît en tant que député, et il les connaît également en tant que président de cette communauté d'agglomération de la Riviera française. Je voudrais saluer également le Paillon qui est en force aujourd'hui. Alors, je voudrais, parce que je parle de force, je vais parler de Michel Lautier, c'est le plus spectaculaire d'entre eux, le maire de Blozasque, mais il y a également Cyril Piazza, le maire de Paye, il y a Jean-Marc Rancurel, le maire de Payon, il y a également... Pardon, j'ai oublié Albert Philippi, qui n'est pas dans le Paillon, mais qui est dans la carte, le maire de Sainte-Agnès. Et puis, je voudrais également citer d'autres amis de Fontan, Georges et puis Edmond Beldramo, qui sont là, tous les deux, des solides, des fidèles de tous les combats. Ils le sont depuis longtemps, ils le seront encore demain, et ça montrera ce que c'est que l'implantation politique dans le bon sens du terme. Et puis tous les élus qui représentent leur maire, qui n'ont pas pu venir, je pense à notre ami Roland Larbre, le premier adjoint maire de Gorbio, je pense aussi... au docteur Donadei, effectivement, qui a l'escarinoise, il a une excuse, hein, mais qui est représenté. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui veulent dire quelque chose, et je conclurai d'ailleurs sur ce thème de l'implantation qui est la nôtre dans les différentes communes de cette circonscription, dans ce territoire d'exception qu'est la 4e circonscription. Jean-Claude, tu as eu l'honneur pendant toutes ces années d'être le député de la plus belle circonscription de France, il faut le dire. Et le plaisir. Voilà, et le plaisir. Alors on installe donc, disais-je aujourd'hui, le fils spirituel et politique de François Hollande. On a supporté François Hollande pendant 5 ans. Tout le monde pensait qu'on s'en débarrasserait assez facilement pour cette élection présidentielle d'avril et mai 2017.
Et puis voilà que nous avons son fils spirituel et politique. Comme l'a dit Éric et Jean-Claude, on a là une sorte d'avatar de François Hollande qui représente finalement tout ce qu'il y a eu de mauvais dans la politique de François Hollande pendant ces 5 ans. Je rappellerai quelqu'un qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est-à-dire au cœur du pouvoir, conseiller spécial du président de la République de l'époque pour les affaires économiques, qui devient ensuite ministre de l'économie, qui le trahit ensuite à 1 an des élections présidentielles pour monter ce coup extraordinaire, et ça il faut bien le reconnaître. C'est quand même assez fabuleux de pouvoir réussir en 1 an de tromper tout le monde. Alors c'est vrai qu'il avait un bon maître, François Hollande. Rappelez-vous de l'anaphore du mois président qui a été immédiatement balayé sitôt après l'installation de François Hollande. Mais il est là et on a réussi à avoir comme président de la République celui qui était le fils spirituel et politique d'un homme qui était le président de la République le plus impopulaire de France. C'est quand même assez fabuleux. Nous avons donc quelqu'un qui était son premier conseiller. Alors c'est un petit peu le problème de la poule et de l'œuf. On ne sait pas si c'est François Hollande qui a donné naissance à Emmanuel Macron ou si c'est Emmanuel Macron par ses conseils qui a fait de François Hollande le pitoyable président de la République que nous avons eu pendant 5 ans, mais nous l'avons. Et c'est la première fois que nous avons une élection présidentielle, comme il a été dit également, où il y a au 2e tour la plus faible participation, peut-être si on fait exception à l'élection de M. Poher, mais ça, seuls les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, en 69. Et nous avons également autant de bulletins blancs et nuls qui marquent bien véritablement le manque de confiance. Et en politique, la confiance, c'est le maître mot. Pouvoir croire en quelqu'un, pouvoir croire en quelque chose pour accorder cette confiance. Et je vous assure que nous ne sommes pas prêts ici, et ni les élus qui sont là, ni vous probablement, d'accorder notre confiance à quelqu'un qui ne nous a donné aucune raison de lui faire confiance justement. C'est la première fois que nous avons un président de la République élu qui ne peut espérer aucune majorité concrètement. Tous les présidents de la République élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, avaient jusqu'à présent une perspective de majorité, grâce à un parti politique qui les soutenait, grâce à des alliances qui étaient claires, qui étaient connues des électeurs avant leur élection. Là, on ne sait pas. On a des candidats qui vont se présenter normalement dans toutes les circonscriptions de France, enfin presque toutes, hein, parce que nous avons l'honneur, nous, d'avoir un candidat ou une candidate de la République En Marche dans la circonscription. C'est pas le cas partout dans le département, mais il y en aurait normalement partout, soit du MoDem, soit de la maison Macron. Mais pour autant, on ne sait pas ce que ça va donner à l'arrivée, et je crois qu'il est quand même beaucoup plus raisonnable de faire ce qu'on a toujours fait après une élection, même lorsqu'on a perdu l'élection présidentielle, à savoir se battre, défendre nos idées, défendre notre projet. On a la chance d'avoir en François Barouin quelqu'un qui est venu à Menton d'ailleurs, et qui avait fait une intervention très remarquée au Palais de l'Europe, quelqu'un qui est le président des maires de France, donc qui a une vraie connaissance de notre paysage politique, de notre ruralité, qui respecte les communes, ce qui n'est pas le cas, je puis vous l'assurer, du président de la République actuelle, qui a une vision plus que technocratique, notamment de l'intercommunalité, et son annonce démagogique d'exonération de 80% des contribuables de la taxe d'habitation est une parfaite illustration de la méconnaissance totale des problèmes que nous rencontrons au quotidien dans nos communes, car ne vous faites pas d'illusions, et ça, collègues maires, vous le savez, les dotations globales de fonctionnement, elles ne vont pas aller en augmentant, elles vont continuer de diminuer, et en plus on veut nous supprimer des ressources que nous avons aujourd'hui de par les décisions de nos conseils municipaux qui nous permettent de travailler normalement. Il n'y a pas de confiance en cet homme, il n'y a pas de confiance parce qu'on ne peut pas faire confiance en raison de ce qu'il a fait, on ne peut pas faire confiance en raison de ce qu'il a dit. Je prendrai 2 exemples. Il n'est pas nécessaire d'en prendre beaucoup pour qu'on ait bien en tête la réalité du personnage. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire du jeune Théo, qui a été présenté dans la presse, à la télévision, dans les journaux, comme la victime de brutalité policière. Vous savez qu'avec le temps, on a appris beaucoup de choses, et on a appris comme ça que ce qui était présenté comme une victime n'était en fait pas une victime du tout. Vous avez le président de la République, qui dans un pays où il y a chaque année plus de 6000 fonctionnaires de police,
au service des Français qui sont blessés dans le cadre de leur mission. Vous avez chaque année malheureusement plus d'une douzaine de policiers qui sont morts et qui ont été tués dans le cadre de leur mission pour nous protéger. Vous avez un président de la République qui rend visite à cette pseudo-victime, et à la suite de ça, vous avez un homme, Emmanuel Macron, dans le cadre de sa campagne électorale, qui dit tolérance zéro pour les délinquants et pour les policiers. Et ça, c'est proprement inacceptable. On ne peut pas mettre sur le même plan délinquants et policiers. Ça, c'est le premier exemple. Comme l'a dit Eric, lorsqu'on parle de crimes contre l'humanité commis par des appels du contingent, par des soldats français, par l'armée française, quand on injurie comme ça notre jeunesse qui part au combat, nos soldats, notre armée, notre pays, quand on le fait en plus à l'étranger, puisque ça se fait à Alger, on ne peut pas raisonnablement faire confiance à un tel homme. Pourquoi? Parce que ce qui est évident, c'est qu'il ne pensait pas ce qu'il dit. Et s'il a dit, c'est par simple calcul, parce qu'il a pensé s'attirer une clientèle électorale. Et l'attirer non pas en Algérie, mais ceux qui sont en France et qui pourraient voter pour lui. Ce qui veut dire que tout chez lui, tout chez cet homme, n'est que calcul. Et nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un dans lequel il n'y a, comme ça a été dit, aucune sincérité. C'est de l'eau, hein. Le communautarisme dont a parlé Eric, c'est un problème de fond. S'il y a bien un moment dans l'histoire de France où on ne peut pas se payer le luxe de parler de société pluriculturelle, multiculturelle, c'est bien en ce moment. J'ai été frappé, j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs à l'occasion de déplacements dans la circonscription à la suite de l'attentat du 14 juillet, lorsqu'on a à affronter ces actions terroristes, à affronter ces jeunes gens radicalisés qui sèment la mort, qui l'ont semé à Paris avec Charlie Hebdo en janvier 2015 ou dans l'hypercachère, lorsqu'il y a des actions comme celle du 13 novembre, lorsque nous connaissons le drame du 14 juillet, et qu'à chaque fois on se contente, et là je parle du président de la République de l'époque, mais de tous ces hommes politiques qui étaient à l'époque aux affaires. Lorsqu'on dit simplement, vous savez, il faut qu'on fasse à nouveau marcher le vivre ensemble, c'est un peu court. On ne peut pas se contenter de déclarations, d'appels un peu naïfs, de façade de vivre ensemble. Il faut prendre des positions qui sont claires. Et les positions qui sont claires, c'est que la France est un grand pays qui accueille tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui veulent y vivre, tous ceux qui respectent ses lois, tous ceux qui respectent sa culture, tous ceux qui respectent son histoire. Mais personne ne peut prétendre en France imposer une culture qui n'est pas la nôtre, une histoire qui n'est pas la nôtre. C'est ça le communautarisme, et c'est ça dont nous ne voulons en aucun cas. Et il faut être très clair là-dessus. Et quand j'entends Emmanuel Macron parler justement de ce multiculturalisme, c'est clairement une porte ouverte pour le communautarisme qui est un vrai danger aujourd'hui pour la France et que nous devons combattre. Bravo. Alors oui, nous faisons partie, tous ceux qui sont là, de ces hommes politiques et de ces femmes politiques qui se défendent et qui défendent leurs idées jusqu'au bout, qui, dans l'esprit d'ailleurs du général de Gaulle, on considère que lorsqu'on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, que nous avons certes perdu l'élection présidentielle, que nous avons perdu l'élection présidentielle pour les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure, avec raison sans doute, parce que tout ce qui est légal, Jean-Claude l'a dit, n'est pas forcément moral pour les Français, et que nous devons nous en prendre aussi à nous-mêmes, c'est clair. Mais pour autant, nous avons des idées à défendre, nous avons des projets à mettre en place, des projets qui sont utiles pour la France et qui sont nécessaires pour la France. On ne peut pas reproduire 5 ans d'un gouvernement Hollande en la personne de M. Macron. Ce n'est pas possible. Alors les recettes, on les connaît, elles sont vieilles comme le monde pour les socialistes. C'est à chaque fois qu'il y a une difficulté,
on fait plaisir à telle ou telle catégorie socio-professionnelle, on augmente un peu les impôts. Comme ça, on fait plaisir ici, on fait plaisir là. Et on arrive comme ça à un taux de fiscalité qui est insupportable pour les Français, avec 50 milliards d'euros de plus qui ont été décidés, votés et payés par les Français sur ce quinquennat. Nous, ce que nous voulons, c'est tout le contraire. C'est alléger la fiscalité. C'est libérer l'entreprise, libérer l'esprit de création. Faire en sorte que l'on puisse véritablement travailler en France le plus facilement possible sans être assommé par des charges sociales. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que vous pouvez avoir confiance dans une majorité qui serait conduite par François Baroin, par Éric Ciotti et par tous ceux qui défendraient ces idées. Et vous ne pouvez pas faire confiance à celui qui a été le conseiller économique de M. Hollande pendant toutes ces années. Je crois aussi que la France est un pays qui doit être respecté. Et respecter ce pays, ça veut dire que nous sommes dans une circonscription, la 4e, la plus belle, la plus sensible aussi aux problèmes migratoires. Tout le monde a à l'esprit ces migrants qui rentrent sur le sol français et qui organisent une petite manifestation en Menton qui heureusement a été vite reconduit en Italie par la police. Et je sais que Jean-Claude n'a pas traîné à mobiliser les forces de police pour cela. Tout le monde sait ce qui se passe dans la vallée de la Roya. Personne ne peut l'accepter. Et je ne confonds pas action humanitaire et politique migratoire. Un pays se doit d'avoir une politique migratoire. Un pays digne de ce nom doit avoir des frontières qui doivent être respectées et on n'entre pas en France comme dans un moulin. Il faut le dire.